Oui, là on parle de la connexion émotionnelle en fait. On parle même pas de l'humour. Il faut absolument que tu ressortes tu n'as pas les armes de Fleurinichon. Tu sais, ils ont lancé leur tranche veggie là. Quand tu regardes les budgets qu'ils ont par rapport aux tiens, en interne, tout le monde panique. On n'a pas du tout ces moyens-là. Ils ont déjà mis 12 fois plus que nous là. Donc ça va être à peu près, ouais, on parle de 15 fois plus. Pour eux, c'est un lancement. Et moi, je parle de tous mes budgets marketing. Si je ne crée pas une connexion émotionnelle avec l'être humain, je suis mort. Salut tout le monde, c'est le gars de la com. Petite vidéo d'intro avant de vous laisser regarder l'échange entre moi et Romain, le directeur marketing de la marque Lavie, pour vous donner quand même quelques précisions. La vidéo que vous allez voir, c'est un échange qui n'était pas prévu à la base de diffuser. Donc c'est pas monté, il y a des hésitations, il y a des moments où on bafouille, ça part un peu dans tous les sens. C'est normal, hein, c'est un échange qu'on avait fait en amont de la vidéo pour que je puisse récupérer des extraits pour illustrer cette vidéo sur Lavie. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo sur Lavie, je vous conseille quand même d'aller la voir avant de regarder l'entretien, puisque sinon ça va vous spoil forcément le contenu de la vidéo. En tout cas, c'est un test, je pense pas que je ferai des formats aussi longs sur la chaîne, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si ça vous donne des réflexions, si vous aimeriez voir plus de formats comme ça, plus d'entretiens avec des personnalités du marketing et de la communication. Dans tous les cas, laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo évidemment, et puis surtout, même si vous faites rien de tout ça, j'espère que vous profiterez de cet échange. En tout cas, moi je le trouve assez intéressant. Vous allez voir, on s'est laissé aller, j'avais un guide d'entretien, mais on l'a absolument pas respecté. Puisqu'on s'est laissé prendre dans nos échanges qui étaient entre deux passionnés de la communication et puis deux personnes assez convaincues par l'alimentation végétale, et c'est bien fait. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Alors, à propos des produits Lavie, donc on a une gamme qui s'élargit progressivement, mais qui est relativement courte encore, et j'ai l'impression qu'il y a un soin particulier qui est apporté au développement des produits. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça se passe, tout ce qui est test, R&D là-dessus? Oui, carrément. Écoute, on a une particularité. À la base, on n'était pas censé être une marque consumer facing. Donc, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent par ça. Et même nous, on a tendance à un peu l'oublier en interne. Mais en fait, 77 Foods, donc, qui est notre raison sociale, à la base de la base, c'est un laboratoire de recherche food tech. D'accord? Donc, l'histoire de la vie, c'est, premier jeu de mots de merde, tu me pardonneras. L'histoire de la vie, c'est trois entrepreneurs qui se rencontrent, qui se disent, OK, le problème de l'élevage intensif, donc ça, je ne te raconte pas, je pense que tu sais ça aussi bien que moi. Le modèle Beyond Meat, Impossible Food, avec tout de suite cette préoccupation sur le nombre d'additifs, tu vois, l'espèce de surperformance food tech qui est assez inadapté au marché européen. Dans les faits, je pense qu'il est aussi inadapté au marché américain, mais voilà. Et donc, il y avait cette idée de dire émotionnellement et chimiquement, le gras, c'est ce qui donne le goût à la viande. D'accord? Donc, j'ai jamais goûté, je ne goûterai jamais, mais il paraît que si tu pouvais goûter une viande 100% maigre, elle n'aurait pas de goût. Voilà. Et que donc c'est le gras notamment qui donne le goût, le muscle va donner la mâche, la texture, évidemment les protéines, etc. Et donc leur idée c'était de créer un gras végétal, mais plutôt potentiellement pour le vendre aux Américains, tu vois, dont je parlais, ou voilà. Et puis ils ont mis du maigre parce que pour aller vendre du gras végétal, c'est quand même pas mal de montrer une tranche de bacon. Et puis, du coup, ils ont inventé une technologie pour attacher le gras et le maigre. Et puis, du coup, le maigre qu'ils prenaient sur le marché, ils trouvaient que c'était pas cool, donc ils en ont inventé un. Jusqu'à ce qu'ils aient une tranche de bacon qui claque et qu'ils se disent, mais avec une naïveté qui nous habite encore au quotidien, mais en fait, ce serait trop cool de le vendre directement à des consommateurs, dans une marque. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là que moi, je les ai rejoints et qu'on a créé la saga que tu connais et qui t'intéresse, qui est une saga publicitaire, en fait, et de communication. Mais à la base, nous, on fait des produits. Voilà. Et donc, on a nos premiers employés sont des employés chercheurs. Là, je te parle en direct de notre bureau dans la salle rose, mais à 10 mètres de moi, il y a un laboratoire de 500 mètres carrés avec recherche fondamentale, recherche industrielle, recherche d'application et un nombre de PhD et des gens qui ne comprennent pas quand je leur parle et moi, je ne les comprends pas quand ils me parlent. Et c'est un centre de gravité qui est très fort chez nous. On développe tous les produits intégralement en interne et c'est des produits de rupture. D'où le soin apporté aux produits, principalement parce qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que chaque sortie produit est une énorme galère parce que on invente tout de A à Z. Donc l'inconvénient, c'est qu'on innove moins vite
que des marques qui vont, tu vois, aller se servir à droite à gauche dans des produits déjà existants et soit les lancer tels quels, soit faire ce qu'on appelle de la late personalization, de la personnalisation tardive où tu vas acheter quelque chose d'existant et tu vas mettre ton arôme, tu vas demander une découpe, etc. C'est beaucoup plus facile. Avantage, tu vas plus vite. Et je dis ça avec beaucoup de bienveillance parce que c'est top comme modèle aussi. Inconvénient, tu te retrouves avec un peu toujours les mêmes produits sur le marché. Tu n'as pas une vraie expertise. Nous, on a une vraie expertise sur les alternatives végétales à la charcuterie et on la cultive. Et en général, on a des produits qui, quand ils sortent, sont hyper appréciés par les consommateurs parce que déjà, bon, on fait en sorte que, comme il n'y en a pas beaucoup qui sortent, qu'ils soient vraiment bons. Et on pourra en reparler, on a toute une batterie de méthodologies là-dessus. Et puis aussi, en fait, ça n'existe nulle part ailleurs. Donc, tu vois, c'est cool quand là, tu goûtes les boulettes La Vie, Spicy Aegean. Bah, c'est un truc que tu n'as jamais vu et que tu verras nulle part ailleurs, en fait. C'est pas le même goût, c'est pas la même forme, c'est pas le même visuel, c'est pas le même arôme. Et donc, ça apporte quand même un vent de fraîcheur sympa à la catégorie. Donc, d'où le soin apporté au produit, c'est parce qu'en fait, on n'a pas le choix et qu'on reste fondamentalement une entreprise de food tech un peu déguisée avec le costume La Vie, mais c'est plus un costume qu'on se met. On a une vraie expertise produit, en fait. Ok, ah ouais, super intéressant, je l'avais pas vu ça. Je l'avais pas vu du tout. Et du coup, juste parce que je pense que ce sera un bon argument aussi, combien de temps vous avez mis pour sortir par exemple le bacon? Écoute, le bacon, c'est à peu près 3 ans de R&D, 3 ans de R&D et un peu plus de 5000 essais. Ah, quand même. Donc, c'est pour ça que quand je te dis on innove pas vite, on innove pas très vite. En fait, le jambon, La Vie qui est sorti l'année dernière, c'est une technologie qui est basée sur la technologie qui a été créée pour le maigre du bacon. Mais quand on l'a sorti, en fait, on s'est regardé avec Vincent, le Chief Technical Officer, donc qui est cofondateur et qui est le tech de la boîte, Vincent Poulichet. En fait, on se disait, putain, en fait, ça fait 5 ans qu'on bosse sur ce maigre, en fait. Et la spécificité, c'est qu'au-delà du goût, de la texture, qui est assez remarquable, il n'y a pas d'agent de texture. Donc, c'est ça qui rend notre technologie différente, c'est qu'on n'utilise pas, tu vois, d'algues, de gomme, d'épaississant, d'agents de texture. C'est ça que les mecs ont inventé à la base. Et je suis très content que tu n'avais pas en tête, alors que tu connais bien quand même l'histoire de notre entreprise. Ça me fait super plaisir que tu dises que tu n'as pas en tête, ça du tout, parce que pour moi, une des plus grosses erreurs tu vois, qui a été faite sur cette catégorie, c'est de mettre en avant le côté technologique. Tu vois, personne n'a envie qu'on parle de food tech, de laboratoire, d'enzymes, de brevets, etc. quand on parle de bouffe, quoi. Tu vois. D'ailleurs, la viande ne te parle jamais d'abattoirs, d'antibiotiques, de tourteaux de soja ultra protéinés, etc. Parce que toutes ces choses-là, en fait, elles sont anti-gastronomiques. Et je ne sais pas pourquoi. Je pense que pendant très longtemps, cette catégorie, elle a été drivée par des levées de fonds, en fait. Tu vois, Impossible, Millions, ils lèvent des milliards pour construire leur usine, etc. En fait, les investisseurs adorent qu'on leur parle food tech, technologie, brevets, etc. Et je pense qu'à un moment, il y a eu une espèce de grande confusion où les gens parlaient, tu vois, les CEO d'Impossible parlaient sur la place publique de tout ça. En fait, les consommateurs, ce n'est pas des investisseurs, quoi. Ils n'ont pas envie de savoir que tu as une technologie unique au monde, de haute pression émulsionnée, etc. Non, les consos, ils ont envie de voir ce que nous, on leur montre, tu vois, qui est la vérité aussi. Mais on ne leur montre pas les coulisses technologiques parce que ça crée un gros malentendu sur la catégorie. Tu vois, ça te crée des barrières de transformation. Ah, c'est fait dans un laboratoire, etc. Tu vois, comme si la viande était faite, tu vois, dans une étable. Bah, tu as ce mythe sur la viande, hein, et qui est très entretenu. Quand on te parle viande, t'as l'impression, enfin, t'as l'image du paysan qui bouffe pas à sa faim, etc. Mais on t'explique pas pourquoi, et qui est en train d'élever, de faire pâturer ses vaches dans la prairie, et c'est que vertueux. Et puis la vache, elle vit sa vie. Un jour, on la découpe et hop, ça fait un steak, quoi. Bien sûr. Mais moi, ma vanne préférée sur les réseaux sociaux, quand tu as des gens qui critiquent les produits, etc., ce que je respecte complètement, hein, et ils nous font grandir, tu vois, ces gens-là aussi. Mais c'est de dire, mais attendez, mais pourquoi vous parlez de notre liste d'ingrédients sur le jambon? Elle est nickel, regardez, je vous la mets. Et les gens nous défoncent, mais c'est la liste du jambon Herta. Et après, il y a silence radio, par contre, en face. Et après, en général, la pirouette, c'est ah oui, non, mais qui vous a parlé du jambon de supermarché? Moi, je ne, tu vois. Hmm. Toi, tu ne. Alors, c'est marrant parce que 98% du jambon en France, c'est de l'industriel. Par contre, 100% des gens sur les réseaux sociaux vont le chercher,
tu vois, chez un Oui. charcutier qui a son cochon derrière dans son champ. Tu vois, donc c'est marrant. Il y a quand même une espèce de fumisterie assez rigolote. Mais bon, voilà, écoute, c'est comme ça. C'est notre réalité au quotidien. Je pense que là, nous, ce qu'on commence à piger, si tu veux, il y a une image d'Épinal sur les whole cuts, tu vois, le jambon, le steak, etc. Parce qu'il y a eu une époque où il y a eu ce savoir-faire. En fait, on se rend compte que sur nos innovations, qui sont des innovations où la viande a une image, a beaucoup moins une image d'Épinal, tu vois, notamment les sandwichs triangles. Tu vois, on a lancé nos sandwichs triangles la vie. Là, personne ne va te dire, ah non, moi, mon sandwich triangle, je vais l'acheter chez mon petit, tu vois, charcutier de quartier quand je prends le train, etc. Donc là, on est tous d'accord que c'est un produit industriel. Donc finalement, on a vachement moins de barrières. Et on est en train de piger ça aussi, tu vois, de se dire, OK, on peut déconstruire l'image d'Épinal de la viande, mais on peut aussi squatter des usages où il est de sens commun que la viande est de très mauvaise qualité, a très peu de valeur nutritionnelle, éventuellement très peu de... Tu vois, moi, je suis très content que McDo ait lancé les veggie nuggets. Ouais. Et je pense que personne ne va se dire « Ah, c'est de la merde ultra transformée. » Moi, mais ben non, mais parce qu'en fait, tout le monde sait que les nuggets de poulet de McDonald's, c'est très bon, mais c'est de la merde. Du coup, tu n'as plus d'image Épinal, tu n'as plus un référent, tu vois, voilà. Et du coup, ça ne vient plus en conflit avec tes core beliefs, comme disent les Américains, tu vois. Voilà, personne ne se sent jugé parce qu'il y a une version veggie. À la limite, merci, parce que si c'est aussi bon, je vais pouvoir me sortir du traquenard des nuggets McDo qui sont quand même vachement bons, tu vois, et me sentir moins coupable quand je vais aller prendre un snack de cette qualité-là, quoi. Il reste du boulot chez McDo, hein. L'expérience végétarienne chez McDo, c'est quand même le wrap chèvre et maintenant les nuggets. Mais Ouais, ouais, ouais. Ça va beaucoup dépendre. Tu sais, McDo, c'est tellement un leader, notamment en France, qu'en fait, ce qu'ils te disent, c'est wait and see. Tu vois, s'il faut le faire et que le marché est prêt, on le fera. Et comme on le fera, on sera numéro un et on va développer la catégorie. Donc, tu vois, moi, chaque petite action de McDonald's, je suis ultra heureux parce que ça va dans le bon sens. ah non, mais ça, de ce point de vue-là, moi aussi, c'est en tant que consommateur, je me dis c'est con parce que j'ai pas foutu les pieds chez McDo depuis 2 ans. Parce qu'en Ouais, fait, bah écoute, c'est pas possible, à chaque fois je suis frustré. ouais, on va voir si on peut aider, nous, à notre petite échelle, mais bah, va chez Burger King, Mais je vais du chez coup. Burger King, bien entendu. Ou commande du Lavi Delivery. Hein. Tu as vu que là, on avait une toute J'ai nouvelle. vu, il y a la fusion qui a été annoncée avec Dirty Vegan. Exactement. Exactement. Là, on fait le plus grand resto veggie vegan de France. Et franchement, les produits sont vraiment assez exceptionnels. Ouais, non, mais c'est quali. Enfin, bon, après, moi je suis convaincu, c'est le problème. Mais bon, ça me permet d'enchaîner sur ma deuxième question. On a parlé hein, justement de cette idée de déconstruire l'image de la viande, etc. Et en fait, moi j'avais envie de te demander, euh, en quelques mots, si tu arrives à le résumer, ce serait quoi l'ambition de la vie aujourd'hui? Ah bah, là, je te la résume très facilement. Devenir la plus grande marque de charcuterie au monde sans faire de mal à une mouche. Ok, ça me va très bien. Donc, en gros, alors évidemment, on n'y arrivera pas. Il y a 99% de chances, ouais, comme un petit garçon qui veut être champion du monde de foot, mais de temps en temps, il y en a un qui y arrive. Et dire que la meilleure façon de un jour réaliser ton rêve, c'est quand même de le formuler clairement. Tu vois, donc nous, on a regardé, ça passe. Si on continue avec ce rythme de croissance jusqu'en 2035, on fera plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Évidemment, c'est un non-sens économique complet. Mais il se trouve que la charcuterie, pour plein de raisons, notamment la proximité avec les abattoirs, le fait que c'est du frais la plupart du temps, il y a très peu de marques internationales. Tu vois. Hmm. Si tu regardes une marque comme Erta ou Fleury Michon, tu sors des frontières, il n'y a plus. Parce qu'en fait, à la base, il faut être quand même assez proche de là où tu tues et transformes les animaux. Et ça voyage assez mal. Donc, tu vois, c'est un peu. Moi, j'ai bossé beaucoup dans l'eau. Tu vois, l'eau, les bières, la charcuterie, en général, c'est assez local. C'est une empreinte assez locale. Et donc, la plus grosse marque, évidemment, elle est américaine, Oscar Mayer. Et voilà. Et donc, nous, on s'est dit, bah, en fait, ce serait quand même un super pied de nez d'être la plus grande marque de charcuterie sans avoir à toucher à un poil de cochon, en fait. Et du coup, c'est ça qu'on a énoncé et qu'on a présenté à nos investisseurs. Il y a une sorte de business plan derrière qui nous y amène dans un monde fou. Et puis après, il y a des gates un peu, tu vois,
des sanity checks pour se rendre compte de, OK, avant de faire 1 milliard, ce serait pas mal à un moment de faire 100 millions, tu vois. Donc, c'est un peu ça qu'on suit. Mais voilà, la vision business qui fait un peu un pied de nez à l'industrie de la viande, je trouve qu'elle est assez sympa et donc elle est, pour le coup, très clairement articulée chez nous. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on on se dit pas, nous, on veut être la marque de charcuterie végétale leader sur le marché, c'est vraiment Bon. de charcuterie au global. Et Ouais. c'est ce qu'on ressent, hein, de toute façon. Également, cette caméra qui se pète la gueule, mais ça, Ça, c'est les petits setups amateurs, ça. bah, mon setup, tu sais, c'est une webcam et voilà. Attends, on va y arriver. Hop, Vas-y. voilà, comme ça, c'est le tombe. Ouais, c'est pas grave. Après, comme dirait Tom York, la gravité gagne toujours, hein. Mais Ça, c'est vrai, ça, c'est mm, une réalité. Alors que l'industrie de la viande, c'est pas sûr. c'est pas sûr. Non, et après, on a une ambition marketing, marque aussi, tu vois, qui est d'être la marque plant-based préférée des jeunes générations. Parce qu'en fait, c'est cool que tu n'aies pas remarqué toute la partie food tech, etc. Moi, mon postulat de départ, quand j'ai rejoint l'aventure, c'était de dire, en fait, on aura gagné la bataille le jour où les jeunes trouveront ça 1000 fois plus cool de bouffer du Lavis que de bouffer du Herta, du Fleury Michon, tu vois, de la charcuterie animale. Et tout ça se base sur une croyance qui est que c'est quand même vachement plus facile de changer d'habitude quand la nouvelle habitude est beaucoup plus satisfaisante. Tu vois, et donc moi, il n'y a rien qui me rend plus heureux que quand les gens nous emmerdent pour avoir les polos, les t-shirts, les goodies de la vie. Parce que je me dis, bon, c'est très, comment dire, c'est hyper superficiel quand tu es marketeur, que tu as créé une marque et que les gens s'arrachent le t-shirt. Tu te dis, mais c'est le mec a le melon, etc. En fait, c'est pas du tout ça. C'est que je me dis, ça veut dire quelque chose. Personne n'a envie d'avoir une trousse Erta ou un pins Fleury Michon. Mm. Tu vois. Par contre, voir des jeunes qui ont trop envie d'avoir accès à certains de nos goodies, ça veut dire qu'ils y voient de la valeur, ça veut dire qu'ils ont envie de la porter, et donc ça veut dire qu'elle est mieux que la viande. Et si elle est plus attirante que la viande, tu as quand même gagné une grosse partie de la bataille. Derrière, si ton produit délivre, normalement, tu es sorti du guet, quoi. Donc, voilà, c'est ça qui nous anime. Donc, une ambition business et une ambition marque, sachant que l'un ne va pas sans l'autre parce que créer une marque, c'est hyper difficile, très chronophage et assez cher. Et donc, pour y arriver, il faut qu'on atteigne nos objectifs business. En fait, on est une entreprise à mission et les deux mots sont très importants, quoi. Et surtout le mot entreprise. Ça sort un peu du guide d'entretien, mais c'est effectivement un truc que j'avais remarqué. Bon, tu me diras, on en reparlera à la fin. Écoute, on en reparlera à la fin. On en reparlera à la fin. On en reparlera à la fin, mais il y a ce côté, oui, marque qui porte un engagement et qui permet de se retrouver représenté par une entité qui n'est pas une entité ni militante ni scientifique. Et je pense que, notamment sur les jeunes générations, ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens de dire, bah moi je m'identifie à la vie, pas uniquement parce que je kiffe les produits, mais parce que quelque part ça représente et ça diffuse aussi mes idées. Et donc Tout à fait. je pense qu'il y a un peu de ça. Bon, c'est des questions qui seront pas forcément prises en tant que verbatim, mais moi j'avais quand même envie d'avoir les infos. Aujourd'hui, comment vous vous positionnez sur le marché? Est-ce que tu dirais que vous êtes leader, challenger, par rapport à qui aussi? Est-ce que Ouais, c'est clair ou pas clair? ouais. Alors, c'est une très bonne question. On est en plein, tu sais, là, c'est un peu la préparation des budgets pour les années d'après, etc. Et on est en plein. Allez, je vais te dire, là, il y a la théorie et il y a la pratique, en fait, tu vois. Nous, on est en concurrence exclusivement avec le marché de la viande. On a toujours regardé ça exclusivement en se disant et en étant tous hyper exigeants avec nous-mêmes sur est-ce que le produit qu'on sort, il est meilleur? Est-ce qu'il est meilleur pour la santé des gens? Est-ce qu'il est meilleur en goût? Est-ce qu'un viandard qui goûte ça dans un sandwich, il va se dire franchement, c'est une claque, etc. Quand on a des produits qui sortent et qui se mettent dans le top 3 des produits végétaux les plus vendus de France, on n'est pas content parce qu'il y en a 12 par semaine qui se vendent, alors qu'un jambon Herta, c'est 60. Tu vois, on a toujours été à fond dans ce mindset. Donc, faut un peu distinguer la source de volume de la concurrence, en fait, je pense, tu vois. Notre concurrence, c'est la viande. Donc, notre source de volume, c'est la charcuterie, etc. En revanche, cette vision-là et ce discours très fort, tu vois, que moi, j'ai instauré dès le début en interne en tant qu'expert marketing dans la boîte, elle a pu, par le passé, un tout petit peu nous, comment dire,
dans l'exécution, nous décentrer du fait qu'il fallait quand même qu'on soit dominant dans notre aquarium actuel. Tu vois? C'est-à-dire que il y a des trucs, tu vois, des indicateurs de dire, attends, mais quelle est ma part de voix dans la catégorie végétale? Quelle est ma part de linéaire? Quelle est ma part de promotion? Et en fait, quand tu regardais tous ces KPI-là, tu te dis, waouh, en fait, attention, parce que oui, ton ennemi, c'est ça, c'est la viande. Et oui, c'est ta source de volume. Et oui, c'est pas bien 12 quand eux sont à 40. Et oui, c'est pas bien si la catégorie elle est en croissance, mais que c'est qu'un effet d'offre et qu'en fait, elle ne gagne plus de nouveaux clients en France, il faut qu'on travaille, etc. Tu vois, nous, on a toujours été très critiques au sens positif du terme tu vois, des marques qui vont dire ouais, on gagne de la part de marché sur la catégorie végétale, etc. Parce qu'en fait, on se dit en fait, ça devrait être le dernier de notre préoccupation. Parce qu'en fait, la catégorie, est-ce qu'elle va bien ou pas? Est-ce qu'elle recrute ou pas? Est-ce qu'elle recrute des jeunes ou pas? En fait, les signaux, ils sont plutôt orange que vert, tu vois. Donc, crier sur tous les toits qu'on est numéro 1 des rotations, tu vois, on a dû le faire une fois sur LinkedIn. Moi, j'ai dit non, en fait, stop, parce qu'en fait, quel est le signal qu'on envoie, quoi? Enfin, je veux dire, on n'y est pas du tout sur la transition alimentaire, ni en France, ni en Angleterre, qui sont nos deux marchés principaux. Donc, ne fanfarons-nous pas, tu vois, sur ces choses-là. En revanche, donc, on a réaffirmé ça, tout en se disant, attention quand même, la viande, c'est un peu notre Ligue des champions, et notre championnat, c'est quand même le végétal. Il faut qu'on fasse attention dans l'exécution, à s'assurer qu'on a la bonne visibilité, les bons canaux, les bons nombres de tracts promotionnels, etc., etc. Donc c'est ça qu'on est en train de regarder. On a une concurrence long terme et puis un environnement concurrentiel. Voilà, mais si je devais te répondre de façon très courte, clairement, c'est la viande. Après, dans l'exécution, là, on commence à regarder un peu des KPI au sein de notre catégorie, aussi parce qu'il faut qu'on gagne de la part de marché. Tu vois, la vie, il y a une bienveillance exceptionnelle de nos partenaires commerciaux parce qu'ils adorent les produits, ils adorent la marque. Et après, il faut quand même qu'on pèse dans le game. Et comme on a une stratégie d'innovation qui est très, très focus, bah, on est ceux qui ont la plus forte croissance de part de marché, etc. de la catégorie. On est quand même assez petit. Donc, on veut s'étendre quand même de plus en plus pour avoir une voix et assurer aussi la durabilité de notre business. Tu vois, demain, s'il y a une crise économique majeure, etc., il faut vraiment que la vie soit indispensable. Ouais. Oui, que ce soit pas un petit plus, mais que ce soit vraiment habituel dans ton caddie, quoi. Ouais, voilà, il faut que tu aies une taille critique qui font que, tu sais, quand tu as un business comme le nôtre, contrairement à Leroy Merlin, on est dépendant des gens qui nous référencent. Oui, En fait, oui. tu as un intermédiaire, je sais que tu le sais, hein, mais c'est pour aussi, tu as un intermédiaire supplémentaire dans la chaîne de valeur qui décide Oui, si tu oui, si existes. dans ton linéaire, tu existes encore, si tu Ouais, existes en exactement. OPECO. En Exactement. fait, surtout qu'en plus, tu es sur de la GSA. Donc la GSA, c'est aussi, Ouais. en termes de négo, c'est quand même pas les mêmes règles. Bien pour ça qu'on a fait des lois récemment. Et Mm. puis du jour au lendemain, tu sautes, et puis c'est tout. Et puis, oh, bah, ça tombe bien, on vous propose de revenir en marque blanche. Bah non. Exactement. Et en fait, il faut que la marque et les produits soient importants pour la vie des gens. D'où effectivement la création d'un mouvement plutôt qu'une marque, tu vois, d'où la différenciation. Voilà. Moi, je sais que demain, la vie s'arrête. Ça va quand même vachement manquer à quasiment 1 million de personnes en France. Donc, le retailer, tu vois, il faut que tu arrives à lui apporter de la valeur et puis il faut qu'il y ait une espèce de rééquilibrage tu vois, qui s'installe assez rapidement pour ne pas finir dans le schéma que tu décris, qui est un schéma qui existe, effectivement. Ouais, bah c'est un peu, Mm. c'est un peu avoir ce statut de marque effectivement nationale, de marque de grande consommation, qui en fait ne peuvent pas manquer à ton linéaire, sinon t'es pas pertinent. Mm. On n'en est pas là quand même, mais en tout cas, sur ta cible et sur ta cohorte, ouais, il faut le plus rapidement possible qu'on ait. Si tu veux, là, on a un énorme décalage chez la vie. La marque a été créée comme ça. C'est un modèle intéressant qui casse tous les codes du marketing. Au début, on appelait ça Fight Above Your Weight. Donc, c'est tu sais, le petit gringalet qui va dire au gros dur à la récré, bon, je t'attends à la sortie. Parfois, le mec ne vient pas parce qu'il se dit putain, ça doit être un malade mental et voilà. Donc nous, ça a été ça notre animation dès le début, hein. Tu vois, quand on a eu notre premier restaurant Ankh, on a fait des pubs de ouf dans le métro pour annoncer qu'on arrivait dans 4 restaurants. Bah, personne ne fait ça, c'est un non-sens économique total. On avait 2 lardons chez Carrefour, on sortait notre première campagne nationale avec JC Deco, non-sens économique total. Mais en fait, on a toujours été dans cette dynamique de vas-y, on est en hyper-croissance, on va. Voilà. Et là, aujourd'hui, on est dans une situation complètement ubuesque où
Tu vois, la vie, c'est 30% de notoriété et 2% de pénétration. Tu vois, le brand funnel, il est à mourir de rire. Tout le monde adore, personne n'a goûté, tu vois. Donc là, on a quand même une stratégie l'année prochaine qui est de dire, OK, trop cool, on continue à nourrir le funnel parce qu'on a quand même encore un déficit de notoriété. En revanche, il faut aussi qu'on investisse pour que les gens essayent. Et donc, on va être beaucoup plus agressif, tu vois, en promotion linéaire, échantillonnage, référencement, force de vente, etc., pour transformer cet amour en transaction un petit peu mieux, effectivement. Est-ce que c'est ça aussi, tout à l'heure tu parlais de déconstruire l'image d'Épinal de la viande et t'évoquais les sandwichs triangles, etc. Est-ce que c'est ça aussi la logique de se dire on multiplie les partenariats, on essaie d'être présent là où vous consommez? Ouais. Faut Ouais, que je te laisse répondre, mais... ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais tu as complètement raison. Tu vois, là, on a des partenariats dont je ne peux pas te parler encore qui arrivent avec, donc je vais te parler des existants, mais Burger King, Pizza Hut, euh, tu vois, des marques comme ça. Et demain, des partenariats avec des grands noms de l'industrie, mais tu vois, des produits finis. L'objectif pour nous, c'est de créer de la familiarité. Tu vois, c'est-à-dire que si demain, tu es de toute façon, le premier vendeur de veggie en France, c'est Burger King. Ça crée de la familiarité. Qu'est-ce que tu te dis quand il y a un veggie steakhouse chez Burger King? Tu te dis, bah, ça doit être gourmand. Ils vont pas mettre un truc santé. Donc, OK, donc c'est gourmand, décadent, c'est au même prix. Voilà, tout ça, ça crée de la familiarité. Et quand tu travailles avec des grands noms de l'agroalimentaire et qu'il y a du lavis dedans, ou etc., c'est pas, c'est pas des partenariats de croissance, c'est des partenariats de rentrer dans des occasions et puis de créer de la réassurance et de la familiarité. Tu vois, là, je te parle de projets qui sont à horizon septembre 2025, mais il y a des marques avec lesquelles on va s'associer. J'espère que du coup, les Français vont se dire ah ouais, donc c'est pas de la merde en fait. Donc, ah bah, tiens, je vais essayer. Ah d'accord, si je suis dans les produits de cette marque-là, tu vois, maintenant, tu vois, ça change ta perception. Et on est dans un tel délire de familiarité que certains industriels avec lesquels on est en train de travailler sur la partie conception de l'offre, moi, je leur dis, ne mettez surtout pas la vie. Pour l'instant, voyons avec les consommateurs. Peut-être qu'on parle juste de gamme veggie ultra gourmande et tu as des trucs gorgonzola, des trucs aux noix et au fromage, de temps en temps un truc avec du lavis, mais tu noies tout ça dans une promesse de, en fait, le veggie, l'absence de viande, ne veut pas dire un sacrifice sur le plaisir. Alors, si mettre le logo La Vie, ça crée la moindre tension parce qu'on est quand même une marque avec certaines, tu vois, valeurs, etc., et que des gens peuvent se sentir exclus de ça, surtout, fais-moi plaisir, ne le mets pas. Tu vois, ce qui n'était pas du tout notre objectif au début. Les premiers partenariats, on voulait repeindre en rose les Burger King, tu vois. Voilà. Et en fait, là, maintenant qu'on a atteint une certaine maturité, on se dit la priorité, c'est que les gens goûtent. Et si pour ce faire, il faut que je m'assoie complètement sur ma marque et que ce soit le plus. Parfois, s'il faut que ce soit veggie et pas vegan, alors qu'on est une marque qui a des valeurs véganes, hein, nous, notre raison d'être, c'est de mettre fin à l'élevage intensif. Donc, ça nous fait un peu chier parfois quand on est avec du fromage, tu vois, etc., qui est, comme tu le sais, qui crée beaucoup de tension sur l'élevage. Ça nous fait un peu chier, mais je préfère 1 milliard de fois que, tu vois, infiniment plus, qui est 12 millions de personnes qui goûtent du veggie grâce à Burger King que 500 000 personnes qui mangent vegan, tu vois. Ça, c'est ma conviction personnelle. Elle est pas parfaite. Mais voilà, donc on est dans cette logique de partenariat pour cette raison-là. Et après, sur les sandwichs triangles, t'imagines bien qu'on s'est beaucoup posé la question de l'architecture de marque. Est-ce que c'est Sodebo, Veggie, etc., et j'en vends 10 fois plus, ou est-ce que c'est La Vie et j'assume, etc. Et en fait, sur ce partenariat-là, on s'est dit deux choses. On s'est dit, c'est possible en vegan, très difficile, hein. Je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, mais en fait, les gens se disent, c'est pas bien compliqué. Tu remplaces le beurre par de la margarine et hop, en avant Guingamp. OK. Dans le pain, il y a du lactose. OK. La margarine, tu la mets dans une machine chez Sodebo, etc. Le truc explose. C'est beaucoup trop liquide par rapport à du beurre. Les machines valent des centaines de millions d'euros. Tout a été créé industriellement pour la viande et pour les produits existants. Donc, le moins de changements de variables crée un drame industriel. Donc, c'est très, très, très compliqué. Toujours est-il, on s'est dit c'est faisable. Donc, on va le faire en vegan.
Et puis, stratégiquement, pour nous, c'est aussi un touch point avec la marque qui n'est pas le rayon veggie, où il y a un trafic énormissime et qui nous permet d'être présent là où la vie n'est pas la bienvenue. Tu vois, donc c'est-à-dire que demain, donc je crois qu'on ne l'a pas encore annoncé, mais je t'en donne la primeur si tu n'étais pas au courant, on rentre chez Relais. Et donc ça, c'est énorme pour la marque et pour le veggie, pour le véganisme en France. Après-demain, on va rentrer dans des grandes enseignes de stations-service. Et en fait, donc tout ça, c'est de se dire, OK, donc là, je développe l'offre vegan en France de ouf. Je réponds à une attente très forte des gens qui suivent ce régime alimentaire et qui se retrouvent bien dépourvus quand ils sont loin de chez eux. Mais en plus de ça, je crée de la notoriété et de l'essai sur ma marque dans des channels, des moments d'occasion, des moments de consommation, pardon, des occasions, des rayons où déjà, il n'y a pas de rayon veggie et puis il n'y a pas de charcuterie, quoi. Ou alors vraiment très peu, tu vois. Et donc là, on a décidé pour cette raison-là de le mettre sous la marque La Vie, tu vois. Mais demain, il y a plein de partenariats qui s'annoncent où, en fait, on veut vraiment pas que ce soit la marque La Vie, bien au contraire, parce que c'est des marques qui ont un vecteur de démocratisation bien plus important pour le veggie en France. Et donc, on va plutôt avoir tendance à squatter leur plateforme de marque plutôt qu'à tirer la couette vers nous parce que Mais quand tu dis sans la marque La Vie, c'est tu brandes pas tout La Vie, mais tu fais un peu comme avec Burger King, avec le bacon La Vie ou un truc comme ça pour qu'il y ait quand même. oui, idéalement, oui, mais ça dépend. C'est-à-dire que si Burger King, demain, on se disait, en fait, ce ne sera pas le cas, hein, mais si Burger King nous disait, en fait, on a fait des tests là, et quand on ne parle pas de la marque La Vie, quand on dit juste végétal et gourmand, et qu'on ne met pas en avant ton logo, etc., on en vend beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Ok. On fait ça, tu vois. De toute façon, notre priorité, c'est de développer. On fait ça parce que ça vend plus. Donc, comme je te l'ai dit, on est une entreprise. Je ne veux pas que dans le podcast, je ne veux pas mentir à ta communauté. On est un business. Il faut qu'on croie pour pouvoir un jour payer nos salaires, payer nos employés, payer nos pubs et tout ça. Donc, déjà, si tu vends plus, s'il te plaît, fais-le et le plus vite possible. Et je te dis, il y a des marques et des cibles consommateurs pour lesquelles la marque La Vie, que tu imagines bien, je suis assez fan, peut être contre-productive. Ouais, complètement. Tu vois, je discutais avec l'équipe d'Andros sur Végétal et Gourmand, qui a un beau succès quand même dans le veggie. Et en fait, ce que je trouve top, c'est qu'ils ne mettent pas du tout en avant les arguments santé, planète, etc. Juste, ils te disent, c'est veggie et délicieux, quoi. Ils y vont à fond, tu vois, sur la mousse au chocolat, le riz au lait, etc. Et je trouve ça assez chouette, en fait. Tu vois, finalement, il y a plein de gens qui mangent du Andros végétal et gourmand parce que c'est vachement bon. Donc, on essaye de faire pareil. Dès que ça apporte de la valeur, on met notre marque. Quand ça apporte pas suffisamment de valeur, on est OK, surtout aujourd'hui, hein, parce qu'au début, on était à zéro de notoriété. Maintenant qu'on est un petit peu connu, on se dit, bon, priorité, démocratisation. Ok, ah, c'est hyper intéressant. Mm. C'est bien parce qu'on petit à petit, je vois qu'on répond à tout ce que j'avais posé. Tu vois, je m'étais posé des questions en termes de concurrence qui sont vraiment les concurrents de La Vie, on y a répondu. Est-ce que votre rêve c'est de sortir des rayons végétaux pour aller directement sur l'alternative à la viande dans les mêmes rayons? On y a un peu répondu aussi. Donc je reviens sur une question intermédiaire. Une fois qu'on s'est dit tout ça, c'est la question simple et compliquée à la fois. Pourquoi vous faites des blagues? Pourquoi on fait quoi? Des blagues. Cette tonalité un peu humoristique, etc. Pourquoi fait-on des blagues? Déjà parce que moi je suis convaincu déjà parce que la food c'est du kiff et que on a un driver qui est le plaisir, tu vois. Et à la base, la marque La Vie, elle a un truc en elle qui est assez sympa, c'est que comme c'est des alternatives végétales au porc, tu peux vraiment réunir tout le monde autour de la même table, le halal, le kasher, le viandard, tu vois, donc c'était un peu notre première pub. Là, quand j'ai rencontré Buzzman, je leur ai dit, il y a quand même un truc de ouf qui se passe avec cette marque. Regardez les vidéos du Syrah à Lyon, etc. Tu as le président d'Inapor, le meilleur ouvrier de France en charcuterie, 3 rebeux, 2 juifs, un boucher, des véganes, etc. Et en fait, tout le monde se parle, tout le monde se marre, tout le monde hallucine du produit, etc. Putain, il y a quelque chose, quoi. Tu vois, il y a quand même une valeur de rassemblement qui est hyper forte.
Et c'est de là qu'est née la campagne c'est un juif, un viandard, un musulman et un vegan à la même table, et c'est pas une blague, qui est, tu vois, ça a commencé comme ça, en fait. Tu vois, ça a commencé par l'humour. En fait, pour moi, il y a peu de choses qui rassemblent l'humanité, en fait, au final. Quelles que soient tes opinions politiques, il y a le plaisir de bien bouffer et l'humour. En général, tu vois, même les pires ennemis dans les débats politiques, etc., tu sens parfois quand il y a une vanne qui vont un petit peu connecter à un millième de seconde dans le regard, ou tu vois, quand il y a une formule qui est bien faite. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a deux choses qui rassemblent les gens. C'est le plaisir de bien bouffer et l'humour. Et donc, on a, dès le début, voulu positionner la marque là-dessus, parce qu'en fait, tout est très sérieux, hein. Les produits La Vie, ça répond à une catastrophe ambulante, environnementale et éthique que tu connais. Tu vois, c'est assez sinistre quand même. Les trucs santé sont très rationnels et un peu chiants. Bon, tout le monde avait des discours assez soit moralisateurs, soit santé, donc tu avais aussi l'envie de sortir de là. Et puis nous, on est arrivé avec le bacon. Donc de toute façon, le côté très sérieux, très santé pour une tranche de bacon vegan ou des lardons végétaux, tu vois, il y a une forme d'absurdité dans la marque qui vient aussi du produit, qu'on a vachement leveragé. Tu vois, une de nos accroches à l'époque en pleine fin de pandémie, c'était quoi? C'était, tu vois, Allemagne, le vaccin du futur, Et c'est ça, États-Unis, c'était sur la voiture du futur, et et France, France, le le lardon. lardon du futur. Tu vois, il y a une forme un peu d'absurdité là-dedans. Dire des lardons végétaux, et donc tes haters te le remettent au visage assez régulièrement, parce que c'est vrai que c'est un peu décalé. Donc voilà, mais l'objectif, c'était surtout de dédramatiser. Tu vois, moi, je suis convaincu. En fait, si tu peux faire marrer tout le monde, les viandards, si tu peux faire marrer les patrons de l'industrie de la viande, etc., bah, quelque part, tu as un peu gagné, quoi. Tu es un peu rentré dans leur tête, tu vois. Euh, et donc voilà, puis moi, j'adore l'humour. C'est une de mes rares qualités. Donc, que tout passe mieux quand même quand tu prends du plaisir, que tu te marres. Et ça fait partie des émotions de la vie qui sont sympas, je trouve. Il y a un truc qui est peut-être pas dans l'intention, mais qui est dans le résultat du coup, qui est aussi le potentiel de viralité de la marque, qui en sort, que ce soit en presse, que ce soit sur les réseaux. En fait, ces accroches-là, elles font réagir, elles font publier des photos, etc. Et ça répond un peu à ce que tu disais. Quand on se compare à du Herta, du Fleury Michon, en tant que communicant, on sait très bien qu'on n'a pas les moyens, en paid, d'aller les chercher. C'est pas possible. S'ils veulent nous Ouais. tuer comme ça, ils nous tuent comme ça. Oui, Donc, là, on parle de la connexion émotionnelle, en fait. On parle même pas de l'humour, tu vois. C'est-à-dire que là où tu as raison, c'est que si on arrive à faire réagir émotionnellement les gens, enfin, en fait, on n'a pas le choix. C'est exactement ce que tu dis. Donc, pour en revenir au début, tu vois, les premières discussions que j'ai eues avec les fondateurs de la boîte, c'est déjà, euh, il vaut mieux être adoré par quelques-uns que apprécié par tout le monde. Bon, c'est ma philosophie de vie et je pense que c'est important dès le début qu'on se le dise. Et puis le deuxième point, c'est ce que tu dis, c'est il faut absolument que tu ressortes tu n'as pas les armes de Fleury Michon. Tu sais, ils ont lancé leur tranche veggie là. Quand tu regardes les budgets qu'ils ont par rapport aux tiens, en interne, tout le monde panique. Et moi, ce que je leur disais, c'est mais du coup, putain, ça montre bien. Alors, je leur ai dit déjà, je préfère infiniment que Fleury Michon réponde sur le terrain du marketing et de la concurrence loyale plutôt que par courrier d'avocat, etc. Tu vois, moi, je trouve ça trop cool qu'ils aient lancé ce produit-là. Et en l'occurrence, ça développe la catégorie, c'est chouette. J'espère qu'ils auront du succès parce que du coup, ils vont investir encore plus, ça va encore plus développer la catégorie. Donc, tu vois, moi, je suis hyper à l'aise avec ça. Et puis le deuxième, c'est regarder leur campagne de com. On en a tiré plein d'enseignements positifs pour nous, mais on s'est aussi dit, putain, heureusement, comme on n'a pas du tout ces moyens-là, tu vois, ils ont déjà mis 12 fois plus que nous, là, donc ça va être à peu près, ouais, on parle de 15 fois plus. Pour eux, c'est un lancement, et moi, je parle de tous mes budgets marketing, 12 à 15 fois plus. Donc, si je ne crée pas une connexion émotionnelle avec l'être humain, euh, je suis mort. Donc, il y a toute une palette d'émotions que tu connais, hein, mais notamment, il y a le rire. non, super. Et bah écoute, ça va reboucler aussi sur ce que je me disais. On en a reparlé aussi hein, au niveau de la cible de la vie, qui avait à la fois, qui a tout le monde en fait, hein, le,
Moi, je l'avais appelé le viandard curieux, ça me fait marrer, mais voilà. Ouais. Le viandard curieux, le flexitarien, le végétarien est ton cœur de cible, qui est évidemment le vegan, qui aujourd'hui galère et qui a fait une croix sur le sandwich triangle il y a longtemps et qui voit ça revenir comme impossible. Et donc demain, y compris chez, j'allais dire nos amis, mais non, chez Relais en tout cas. Donc ça c'est plutôt cool. Mais du coup, j'ai quand même aussi cette impression qu'entre les campagnes qui sont un peu provoques, un peu humoristiques, mais sans dénigrer, qui sont ok quoi. Enfin, personne va se scandaliser. Quelques personnes se sont scandalisées et ont vandalisé les affiches sur la première campagne, mais bon, c'est pourquoi. Mais bon, ça reste une tonalité qui est acceptable par l'ensemble des gens. Mais Ouais. si tu creuses un peu, que tu commences à t'abonner au compte Instagram de la vie, que tu commences à aller foutre les pieds sur le site, c'est là où tu vas retrouver justement le discours sérieux, le discours un peu plus moralisateur, alors qui est fait en rondeur, tu vois, sur Insta, les critiques de l'élevage intensif, il y en a, mais c'est toujours avec des dessins, c'est toujours avec un peu de dérision, avec un peu d'absurdité. Est-ce qu'il y a dans tout ça, ça je vais expliquer dans la vidéo, hein, t'embête pas à le reprendre dans ta réponse, est-ce D'accord. qu'il y a dans tout ça une volonté de se dire, plus je rentre dans les fans de la marque, plus on est sur des canaux un peu plus confidentiels et donc on va appeler une communauté un peu fan, un peu militante, en leur disant voilà, là-dessus par contre, oubliez pas que on fait marrer tout le monde, on met tout le monde autour de la table, mais Mhm. on lâche pas le sujet quoi. On est quand même là parce que à la base on sait bien que c'est un sujet sérieux. Est-ce que c'est quelque chose de volontaire? Oui, bah, en fait, je vais te simplifier l'équation au maximum. On a deux cibles consommateurs. Il y a ce que nous, on appelle les flexi-curieux. Donc, c'est ton viandard curieux, je pense. Ce flexitarien, c'est devenu un buzzword qui veut tout et rien dire. Et puis, selon comment la définition est posée, tu passes de la moitié des Français à 15% des Français, tu vois. Donc, le flexi-curieux, quoi, une personne qui a envie peut-être de réduire la viande sans arrêter de kiffer et qui est ouvert à ces propositions-là. Parce que ceux qui sont fermés, tu vois, qui ont passé l'âge, etc., so be it. Il faut qu'on se focalise maintenant sur la relève. Euh, et puis, on a les véganes. Et du coup, c'est la beauté et la complexité de l'exercice. Tu vois, par exemple, la seule campagne qui n'est jamais sortie de la vie parce qu'elle est censurée en interne, c'est une accroche que j'adore, qui encapsule trop bien la proposition de la marque, qui est devenez vegan sans devenir chiant. Mais tu vois, à un moment, quand tu te dis attention, parce que celle-là, elle répond à ta cible, mais par contre, elle remet potentiellement un peu en cause ton cœur de cible, c'est là où on se censure. Est-ce que quelqu'un va mal le prendre? Est-ce que voilà, bon, on se censure et puis on hésite toujours un peu. Donc peut-être qu'un jour elle finira par sortir. Mais si je te simplifie l'équation au maximum, c'est on a deux cibles effectivement, les véganes et les flexi-curieux. Et du coup, bah, selon le touch point, on a une tonalité qui s'adapte un petit peu. Mais en fait, c'est un casse-tête chinois permanent parce que c'est très rare en marketing d'avoir deux cibles qui sont en antagonisme profond, en fait, au final, tu vois. Donc, c'est un jeu d'équilibriste qui est très, très dangereux. Euh, on se plantera, je pense. Notre pub avec le cochon, ça a été la première fois où on s'est dit, OK, là, putain, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Si on le fait, comment on le fait? Qu'est-ce qu'on raconte aux véganes? Qu'est-ce que j'ai la chance d'être entouré de quelques personnes véganes assez militantes et très gauleries, dont L214 sont devenus des amis au fil du temps, alors que enfin, moi, je suis un peu leur caution fun, pas vegan, tu vois. Donc, voilà. Et puis moi c'est la caution, tu vois, sérieux sur la protection des animaux. On a vachement discuté, etc. Et là, on s'est dit, OK, donc là, il nous faut du contenu spécialement pour notre cœur de cible, qui va kiffer la pub, mais va se dire, attends, mais est-ce qu'ils sont pas en train de renier sur mes valeurs? Tu vois, et je pense que c'est ça l'exemple, un des exemples les plus géniales, pour le coup, de ce que la team a fait récemment, c'est vraiment comment tu manages l'antagonisme avec beaucoup d'élégance. Après, il y a des situations qui sont des casse-têtes chinois quasiment insolubles. Tu parlais des rayons. Moi, demain, tu me demandes, je vais être au rayon de la charcuterie avec un gros panneau charcuterie veggie, etc. Parce que c'est là que sont les flexi curieux. Et le problème, c'est que les véganes te disent, mais en fait, moi, j'ai pas envie d'aller au rayon charcuterie, donc du coup, ils vont plus venir te chercher. Donc, tu sais, tu as ce fameux truc des heavy users, ta cible de recrutement. Comment est-ce que tu manages ça? Tu vois, c'est hyper compliqué au quotidien et tu peux vite faire des erreurs, quoi. Donc voilà, on a deux cibles. Et donc oui, quand on parle à notre cible végane, on est un petit peu plus, nous, on s'appelle les gilets roses en interne, tu
vois, on est un peu plus quirky activiste. Mais on fait toujours de l'activisme décalé, avec de l'humour, avec, tu vois, une petite planète qui va dire j'ai nique ta mère, j'ai trop le seum, etc. Tu vois, même quand on fait de l'éducation, tu vas voir, il y a un contenu qui va sortir bientôt sur TikTok et sur Insta aussi, qui s'appelle La Minute Ultra Transfo. Et en fait, c'est quand la vie te parle de santé. Tu vois, et là, on s'est dit, OK, donc comment est-ce qu'on parle aux flexicurieux, mais aussi aux végans, etc. Mais comment on fait un peu même sur les sujets sérieux, comment est-ce qu'on essaye toujours d'avoir cette patte fun, rigolote, ultra créative, qui font que les gens potentiellement admirent l'émetteur, donc s'intéressent quand même à ce qu'il raconte. Tu vois, c'est un peu ça le brainwash, quoi. C'est-à-dire, attends, mais putain, franchement, c'est intéressant ce qu'il raconte. Tu vois, quand tu as un locuteur inspirant, drôle, intelligent, etc., tu as quand même un peu plus envie d'écouter ce qu'il dit. Et du coup, c'est ce qu'on essaye de faire en permanence. Mais voilà, pour te simplifier au maximum, désolé si c'est un peu décevant comme réponse, mais on a 2 cibles. Et donc, on manage notre marketing en fonction des deux pour voilà, que les deux nous kiffent, même si elles sont radicalement opposées. Donc, c'est un jeu d'équilibriste permanent, en fait. C'est pas décevant du tout, hein, c'est au contraire, c'est hyper synthétique et c'est bien ce que j'avais commencé à toucher du doigt, donc moi ça me va très bien. Et c'est un jeu d'équilibriste qui est pour beaucoup dans mon intérêt pour en faire une vidéo. Je me suis dit, mais attends, mais il y a quand même un pari de fou, quoi, en se disant. Et je t'ai dit, moi, tout ça a décanté quand j'ai vu la pub télé. Je me suis dit, ah, putain, moi d'habitude, je suis toujours très fan, et là, ça tape pas. Et je me dis, ah ouais, j'aurais aimé que ce soit un peu plus engagé. Tu vois, que ce soit un peu plus choquant. Bon, encore une fois, c'est parce que je l'ai vu sur les réseaux, je savais que c'était la vie, l'émetteur était identifié, j'ai pas été surpris. Ouais. Depuis notre échange de la dernière fois, j'en ai reparlé avec plein de gens qui m'ont dit qu'ils l'ont découvert et qu'ils ont été choqués, soulagés à la fin, etc. Et donc, Normalement, tu passes par un roller coaster. ouais, c'est ça. Moi, je suis arrivé directement. En fait, je l'ai vu sur les réseaux et du coup, je me suis dit, ah, qu'est-ce que la vie a fait? Et tu vois, c'est plutôt dans cette optique-là où je l'ai vu. Et bon, l'analyse était un peu plus rationnelle que. Après, elle n'est pas parfaite, mais je peux te dire que quand tu es dans une salle de cinéma, tu vois, avec 300 personnes qui vont voir Joker 2 et que le film démarre, il se passe un truc dans la salle quand même. Non, mais j'ai regretté de ne pas l'avoir au cinéma ou en télé et de l'avoir en sachant déjà le plot twist. Ouais. C'est comme regarder Sixième Sens, si tu t'es fait spoiler, quoi. T'as ton truc, tu dis. Tout le long du film, tu le sais, et donc bon, t'es moins surpris, quoi. C'est une double piste. Maintenant, tu peux faire comme dans Sixième Sens, tu peux la redécouvrir en ayant le point de vue tiens, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Si je ne savais pas que c'était la vie, qu'est-ce que ça me fait? Je l'ai fait après avoir vu le docu. En me disant, sachant ça, je la trouve bien. Je la trouve bien et je me dis, ouais, non, là quand même, je me sens représenté, je trouve ça cool. Et je me sens, tu vois, là, pour le coup, c'est vraiment une parenthèse perso, je me sens intégré dans le truc. Je dis, les gars, on est dans la même équipe là. Et là, on est en train de passer un message à tout le monde. C'est marrant, là, je voyais un acheteur récemment d'un grand groupe très bien, dont je tairai le nom parce qu'on s'en fout. Et il me disait, oui, alors moi j'ai toujours trouvé que la vie c'était très rassemblant, etc. Là, votre nouvelle pub, je me suis vraiment senti exclu. Le documentaire avec le cochon, avec la dame végane, etc. Et donc je lui ai expliqué, je lui ai dit, ah, mais c'est marrant, mais il était venu au La Vie Première où on a présenté tout ça. Je pense qu'on n'a peut-être pas assez expliqué, mais on disait, voilà, c'est en fait, jamais vous n'allez le voir ce truc-là. En fait, on a 2 cibles. Et là, ce qu'on vous a présenté, c'est comment on réconcilie les deux sur un même projet publicitaire, en fait. Et donc, tu vois, il a vachement compris. Il a dit, ah d'accord, ouf, parce que je me suis senti un peu jugé. J'ai beaucoup aimé la pub. Mais après, derrière, là, l'histoire de on arrache les dents au cochon, etc. Je dis, bon, bah déjà, c'est une réalité. Donc, y a le fait que vous l'ayez vu, quand même, ça passe le message. Mais voilà, tu vois, il n'avait pas pigé ça. Et en fait, personne n'a vu ce documentaire. Enfin, il a été hyper apprécié, mais tu vois, on parle de, je crois, 300 000 personnes, tu vois, alors que plusieurs millions de personnes ont vu la pub La Vie. Et donc, c'est ça qu'on essaye de faire. Voilà. Et je pense que ce film, c'est la première fois qu'on fait une concession sur nos valeurs véganes. Donc, tu vois, c'était important qu'on explique mieux. On avait eu un peu de backlash sur Burger King. Je pense qu'on n'avait pas fait un très bon exercice de raconter à notre communauté végane. Tu vois, demain, si on devait le refaire avec notre CM, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ferait une annonce 24 heures avant l'annonce du partenariat, tu vois, à notre communauté végane. Voilà pourquoi on fait ça. Et après, take it or leave it, mais ça mérite des explications. Tu vois, en fait, là, on s'y est un peu habitué, la vie chez Burger King, mais en fait, attends, quand même un des plus gros clients de l'élevage intensif, tu vois. Bah, c'est un peu c'était mes questions d'ouverture, tu vois.
C'est pas vraiment des questions en fait, mais c'est pas grave, c'est de l'ouverture. Je m'étais noté, il y a quand même ce truc d'une base militante, quoi, ultra fan, etc. Et en fait, pour moi, à partir du moment où tu choisis un mode de vie, surtout vegan, il est quand même forcément militant. Tu Oui, essaies bien d'en sûr. parler, t'essaies de. À certains niveaux, je marche sur des œufs parce que militantisme, on imagine de suite des gens hystériques avec des mégaphones dans la rue. C'est pas ça, le militantisme, Non, mais c'est c'est un aussi choix de juste. valeur, hein. Mm. C'est ça, t'en parles, tu dis bah voilà, moi en fait, je vais vous partager mon expérience, je vais vous dire ce qui se passe, et j'aimerais bien que vous fassiez un peu aussi, voilà, que vous, bah déjà, t'es végétarien, bah c'est cool, t'es flexitarien, vraiment, genre tu coupes la viande une semaine sur deux, bon bah c'est cool, c'est déjà pas mal. T'as complètement arrêté le bœuf, bon bah voilà, c'est déjà ça, bon, il y a plein d'étapes, et du coup j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais ça va revenir. Oui voilà, du coup je me dis, il y a quand même une transparence sur cette mission de dire attendez les gars, chez la vie, on n'a pas oublié qu'on doit aussi faire progresser le bousin et que c'est dans les mentalités, ça doit évoluer et tout ça, ça passe par bah, déjà, je vais tester une fois une alternative au jambon beurre. Mm. Et ce step-là, vous qui avez complètement arrêté, etc., qui êtes vegan, c'est très loin derrière vous. Mm. Pour la grande majorité des Français, il y en a qui considèrent déjà que c'est un sacrilège. Et ce qui est intéressant à retenir de notre conversation, c'est que c'est un jeu d'équilibriste. Donc, qui dit jeu d'équilibriste dit qu'au bout d'un moment, tu te casses la gueule. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux pas toute ta vie être sur un fil. Donc là, le film publicitaire, c'était un gros pari, tu vois. Donc j'ai l'impression qu'on a réussi à pas se casser la gueule. Et encore, hein, un bad buzz peut sortir à n'importe quel moment, mais au moins on a le contenu pour y répondre. Et un jour, on va se casser la gueule. Tu vois, Oatly s'est pété la gueule avec un truc que je trouvais génial sur le devenez vegan au moins 10% du temps avec le véganisme au petit-déj, dans lequel ils étaient obligés d'admettre que c'était OK de ne pas être tout le temps vegan. Et rien, tu vois, il y a eu un boycott que tu connais peut-être mieux que moi. Et je me dis, putain, dommage, parce que c'est génial comme message de dire c'est OK, mais le petit-déj, fais un effort, tu vois, mais on ne te juge pas, mais fais un effort. Ouais, mais du coup, si tu ne les juges pas, c'est que tu reconnais. Et je comprends, on marche sur un fil un peu en permanence. Ouais, effectivement. Et Il du faut que j'y aille coup, dans 2 minutes, Nico, excuse-moi. je te fais les deux points d'ouverture très rapidement. OK. Justement, je me posais la question de est-ce que c'est envisagé, envisageable, imaginable de voir demain un programme fidélité La Vie avec la possibilité de gagner du merch un peu militant. Tu vois, alors j'ai vu que vous avez sorti les stickers là dans le jambon la semaine dernière, ça m'a fait beaucoup marrer parce que j'avais déjà écrit ça. Mais des trucs plutôt dans l'esprit de ce qui peut se faire en manif, tu vois, à coller, alors évidemment là à coller sur son ordi, hein, pas dans l'espace public, mais Mhm. voilà, avec des messages peut-être un peu plus militants, tu vois, euh, sans dire devenez vegan sans devenir chiant, toujours vegan et jamais chiant, tu vois, un truc comme ça, mais des choses justement qui matérialisent ces revendications-là. Est-ce que c'est des choses que vous envisagez? Oui, c'est possible, mais dans la tonalité, alors le club de fidélité, on en parle, mais tu sais, quand on est tellement sur une priorité de recrutement, la priorité, c'est de recruter des gens, que j'essaye de focaliser les équipes là-dessus et de pas trop leur parler d'un programme de fidélité, même si sur ton cœur de cible, ça ferait du. Et après, des messages militants, on en a plein, plein, plein. Tu vois, par exemple, nos stands, notre PLV, nos machins, mais c'est du militantisme avec notre tonalité. Donc, tu vois, par exemple, tu sais, on fait souvent des salons, le CIRA, Sandwich and Snack Show, des salons professionnels, le salon de l'agriculture, où on a été un des stands les plus visités quand on l'a fait il y a 3 ans. Tout le monde prenait des photos du stand, des vidéos, plus beau stand du salon, etc. C'est vrai qu'il est très beau. Et en fait, il y a écrit, tu vois, Save a Pig's Bacon, Eat la vie en anglais, ou Kiss My Ham, ou Make, euh, euh, Make Bacon Not War, Tout est bon sans le cochon, qui est quand même notre nouvelle signature de marque. Tiens, en fait, tout est bon sans le cochon, c'est du militantisme, en fait. Mais oui, C'est juste. Rebonjour. Alors, il faut que je vous dise, en fait, on a été coupé à la fin de l'échange avec Romain, puisque son ordi avait plus de batterie ou plus de connexion, je ne sais plus. Donc la vidéo s'arrête comme ça. Donc après, on s'est rappelé quand même pour se dire au revoir, merci, est-ce que je peux avoir un pull de la vie? Non, tu peux pas avoir un pull de la vie. Bon voilà, c'était la fin, mais j'ai pas gardé cet échange-là, puisque j'avais déjà coupé l'enregistrement. Donc, c'est la fin de la vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, bah bravo, j'espère vraiment que ça vous intéressait. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous n'êtes pas abonné, c'est un peu vexant, donc abonnez-vous. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures sur la chaîne. Voilà, bisous, prenez soin de vous, profitez de la vie. Salut!